Bonjour Christian. Bonjour Sorine. Merci beaucoup pour avoir accepté de m'accorder cette interview. Pas de quoi. Vous êtes un professionnel du marketing Internet, vous êtes infopreneur. Pouvez-vous compléter la liste de domaines dans lesquels vous êtes un expert et depuis quand? Bon, écoutez, mes domaines d'expertise, ça a tout d'abord été la formation, puisque j'ai été formateur assez longtemps, j'avais même une entreprise de formation, donc parler en public, former des gens, c'est mon domaine. Puis ensuite, j'ai découvert ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire l'art de l'écriture publicitaire, l'art d'écrire des textes qui font agir les gens. Et dans ce domaine, on dit que je compte parmi les 20 meilleurs du monde. En tout cas, je suis un expert dans le domaine du copywriting, ça c'est une certitude. Et puis j'ai la grande chance d'avoir été formé par des gens très connus. Et puis, bon, on va dire que je suis pas mauvais en marketing Internet. Et j'ai aussi écrit pas mal de livres qui ont été publiés même en polonais, en chinois, en japonais et dans la plupart des grandes langues du monde. Voilà. Vous voulez pas publier un roman aussi? Alors effectivement, j'ai en tête une idée de thriller qui serait en même temps un roman, enfin, ou un enseignement de développement personnel, mais bon, j'ai tendance à remettre toujours au lendemain, mais j'y arriverai sans doute un jour, et je pense que ça peut être intéressant parce que les thrillers se vendent bien, sont faciles à lire, et je suis sûr qu'on peut réussir à faire un bon thriller et un bon ouvrage de développement personnel. Il y a eu des essais déjà, hein. Il y a un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, La prophétie des Andes, mais étant amateur de thriller, je trouve que c'est pas un très bon thriller. C'est un bon ouvrage de développement personnel, mais c'est pas un très bon thriller. Donc j'aimerais réussir à faire la même chose, mais avec un bon thriller. Ce film dont vous venez de parler, ça me fait penser au sujet que nous sommes en train de traiter. Oui, c'est-à-dire? La magie de voir grand. Ah oui. Bah, vous savez, tout est lié, hein, dans le domaine du développement personnel, tout est lié. Et se débarrasser de ces blocages et de l'espèce de paire de lunettes que l'on a. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà pris une paire de jumelles en main, vous regardez, vous voyez très loin, très grand, et puis vous inversez, vous regardez de l'autre côté, et à ce moment-là, tout paraît tout petit. Eh bien, je crois que pour beaucoup de gens, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont la bonne paire de jumelles, mais ils ne sont pas du bon côté. Par contre, quelqu'un qui avance dans l'âge, qui devient adulte, mature, il est censé voir, entre guillemets, plus loin. Oh non, ça je pense pas. Vous savez, on a dit que tout être humain connaissait 150 personnes maximum, et que si on prend ces 150 personnes et que on calcule la moyenne du revenu des 150 personnes qu'on connaît, on arrive à peu près au revenu qu'on a. Et c'est vrai pour le revenu, à mon avis, c'est aussi vrai pour ce qu'on attend de la vie. Donc tout dépend beaucoup de votre environnement, et si vous ne pratiquez pas des gens qui, eux, voient grand, bah, tout naturellement, votre vision, elle est comme celle de la plupart des gens que vous connaissez. D'accord, j'avais pensé à vous poser une question par rapport à ce sujet concernant deux personnes qui viennent du même environnement et Oui. qui ont les mêmes conditions de vie, et vous avez peut-être une personne qui réussit et l'autre non. Oui, mais est-ce que ces deux personnes pratiquent et ont comme modèle les mêmes personnes? Je ne pense pas. Par exemple, je discutais hier avec un marketeur Internet qui me disait que il avait ces dernières années peu à peu cessé de lire. Et puis il s'est remis à lire des ouvrages de développement personnel, et notamment des ouvrages
de gens qui ont bien réussi et qui expliquent comment ils ont fait. Et il me dit, c'est dingue parce que je croyais que mon business tournait bien, j'avais un revenu tout à fait normal, et brusquement j'ai l'impression que c'est comme si j'avais des œillères devant les yeux, sans m'en rendre compte. Je m'étais en quelque sorte enfermé moi-même dans un espèce de train-train, et ces lectures m'ont totalement ouvert les yeux, et ça donnait un grand boom à mon business. Donc c'est juste pour illustrer que ce soit par le biais de lecture, de regarder des vidéos, ou que ce soit d'avoir des discussions avec des gens, les gens que l'on pratique ont une influence colossale sur nous. À condition bien sûr de l'accepter. Si vous regardez ces gens et que vous dites ah oui, ce type-là c'est formidable ce qu'il a fait, mais moi j'y arriverai jamais, c'est sûr que ça aide pas. En fait, le problème de beaucoup des gens, c'est de se sous-estimer. Alors, de se sous-estimer, c'est vrai, c'est vrai. On s'envoie constamment des messages de blocage, d'inhibition, et on prend souvent le relais de nos parents, de nos professeurs qui nous ont dit ouais, fais attention, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, la vie tu vas voir c'est difficile. Bon, ils nous ont mis tout un ensemble de trucs dans la tête dont on met des années à se libérer. Mais c'est l'école peut-être aussi. À l'école, par exemple, j'ai fait l'école en Roumanie, j'ai fait le lycée en Roumanie, j'ai fait 3 ans à l'université de construction à Bucarest. Je n'ai pas terminé mes études, mais pendant toute cette période, tout ce cursus, jamais j'ai entendu parler des mots comme réussir dans la vie ou avoir des projets. Ou je pense que l'école aussi. Non mais réfléchissez. Est-ce que vous connaissez beaucoup de professeurs qui ont des réussites brillantes, je ne parle pas du domaine académique, mais qui ont des réussites brillantes dans la vie? Pas tant que ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses que automatiquement on réussit. Et si vous regardez beaucoup de gens qui ont réussi, ce sont souvent des self-made men, pas toujours, mais souvent des self-made men, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Vous prenez les 2 fondateurs de Google, ils ont arrêté leurs études pour faire Google. Donc les études ne sont pas toujours la meilleure façon de se former personnellement. C'est pour ça que je vous dis que lire des livres d'auteurs, de gens qui ont réussi et qui vous transmettent leur expérience, par exemple, ou suivre des formations de gens qui ont prouvé par leur réussite qu'ils savaient de quoi ils parlaient, bah, c'est certainement une meilleure façon de se former. Un exemple tout simple, moi un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi, alors que dans vos études, on passe énormément de temps à essayer de vous faire mémoriser des choses, expliquez-moi pourquoi aucun professeur ne donne des cours de mémoire, des cours pour apprendre à utiliser cette fonction essentielle qu'est la mémoire. C'est dingue! Alors qu'il y a de très bons cours de mémoire. Prenez par exemple les acteurs, bah, ils apprennent par cœur tous leurs dialogues et ils ont des techniques, et ce sont des techniques qui remontent au grec et qu'on peut tout à fait apprendre. Si je comprends bien, d'après vous, l'esprit s'entraîne, doit être entraîné. Complètement. Vous me parliez tout à l'heure de voir grand. Voir grand, c'est quoi? C'est élargir son champ de conscience. On a tendance à se balader dans la vie avec un espèce de... c'est comme si on avait une espèce de cache, et puis on regarde un petit bout de la vie sans avoir une vision suffisamment grande et vaste de tout ce qui est possible. Je viens de lire une étude passionnante sur les grands regrets des gens qui vont mourir. Et il y a 5 grands regrets. Et parmi les regrets qu'ont les gens, il y en a par exemple qui sont de ne pas avoir exprimé leurs émotions, il y en a qui sont d'avoir travaillé trop sans avoir pu profiter de son entourage, mais il y en a aussi, et je crois que c'est le plus important, c'est de ne pas avoir vécu ses rêves dans sa vie, de ne pas s'être donné le droit de rêver et de réaliser ses rêves. Mais la plupart des gens rêvent d'avoir un travail, habiter dans un pavillon, et puis élever des enfants,
Et c'est tout. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est pas sûr que ce soit ce à quoi ils rêvent quand ils sont adolescents. Vous savez, j'ai eu une expérience, moi, absolument, j'allais dire, dramatique, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était une maison d'édition. J'ai vu arriver un jeune étudiant qui venait de HEC et qui était en stage. Et ce gars-là, il était plein d'idées. Il est arrivé, il a donné... Il bombardait de mémos avec des idées nouvelles, des choses fantastiques et tout. Évidemment, il sortait de ses études, et il était très créatif, il avait plein d'idées. Bon. Et le gars est resté 6 mois dans l'entreprise, a donné plein d'idées, puis après, l'entreprise l'a engagé. Eh bien, en moins d'1 an, j'ai vu ce garçon qui avait un potentiel extraordinaire, a été complètement étouffé par l'entreprise, par les cadres, par tous les gens qui mettaient en danger. C'est-à-dire que l'entreprise l'a mis au pas. Et on lui a bien fait comprendre que c'est bien d'avoir des idées, mais il ne faut pas en avoir de trop, parce que ça peut être dangereux, et puis ça gêne d'autres personnes, etc. Et donc, j'ai vu comment une entreprise, mais c'est vrai des entreprises, c'est vrai des écoles, c'est vrai de toutes les institutions, je crois, comment une entreprise peut inhiber, étouffer la créativité, le potentiel de quelqu'un. Et je crois qu'on est tous victimes de ça. C'est l'entreprise, c'est la personne qu'on a épousée, c'est les copains qu'on a, et c'est les médias. Allumez la télé tous les jours, on va vous expliquer que c'est la crise, que ça va mal, qu'aujourd'hui c'est vraiment très difficile de réussir, c'est même très difficile de trouver un emploi. Bon, moi, j'ai enseigné à ma fille et à mon fils des idées complètement différentes. Jessica, ma fille, est aux États-Unis. Elle a trouvé un super job, quelque chose d'extraordinaire. Elle a trouvé ça toute seule, alors que la plupart de ses copines cherchent un job ou font des chambres dans des hôtels. C'était juste pour vous dire à quel point on peut enterrer ses rêves simplement parce que il y a l'influence de l'environnement. Alors, sur votre site club-positif.com, sur la page d'accueil, Oui, vous avez une phrase qui dit « Vous valez 100 fois plus que vous ne le pensez ». exact. C'est une vieille légende hindoue qui explique comment utiliser les 90% de potentiel qui sont cachés à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. En faisant une parallèle à cette phrase, Prenons un exemple. Vous parlez combien de langues? 3 langues. Bon, vous parlez 3 langues. La plupart des gens n'en parlent qu'une. Et vous pourriez parler combien de langues? Autant que j'aimerais, je pense. Mais vous pouvez très bien parler une vingtaine de langues. Si je me souviens bien, il y a eu des gens qui ont parlé jusqu'à 50 ou 60 langues différentes. Et d'ailleurs, plus on parle de langues, plus ça devient facile. Mais apprendre les langues, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de dire, voilà, je veux apprendre, je sais pas moi, le grec, le russe ou autre chose. Et les principaux freins qu'on a trouvés au niveau des langues, c'est ce qu'on appelle les barrières antissuggestives, c'est-à-dire des idées qu'on se met dans la tête et qui nous empêchent d'apprendre les langues. Et dès qu'on se débarrasse de ces idées, apprendre les langues devient beaucoup plus facile. Donc les langues, c'est un exemple, mais c'est vrai dans tous les domaines. Vous pouvez développer vos capacités, il suffit de vous donner ça comme objectif. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé et ils pensent qu'ils vont apprendre beaucoup de choses en regardant la télévision. Il y a de bonnes émissions, c'est vrai. Mais comparer, regarder la télé avec suivre des cours sur Internet ou vous former, apprendre des langues ou vous former dans un domaine qui vous intéresse, il n'y a pas photo. En vous regardant et en vous écoutant, vous m'avez l'air de quelqu'un qui ne doute pas de lui-même. Est-ce que vous avez un mini-mode d'emploi Pour ne pas douter de soi? Eh ben, je vais vous dire, une des astuces, c'est de prendre des risques et de voir comment on se comporte dans des situations difficiles. Ça vous donne une grande confiance en soi. Pourquoi? Eh bien, parce que avoir confiance en quelqu'un, par exemple, imaginez, avoir confiance, vous avez un de vos amis dans lequel vous avez confiance. Pourquoi vous avez confiance en lui? Parce que vous l'avez vu dans des conditions difficiles et vous avez vu comment il a réagi. Et plus vous voyez qu'il réagit bien, et plus ça développe votre confiance. Vous êtes d'accord?
Oui, on peut connaître quelqu'un en faisant un bout de chemin avec lui, Voilà, c'est ça. Bon, en le observant dans de différentes situations. Et bien avec soi-même, c'est exactement la même chose. Si vous ne prenez jamais de risques, si vous ne vous faites pas confiance en vous-même et que vous ne vous lancez pas des défis, bah évidemment, votre confiance en vous, elle ne peut pas se développer considérablement. Alors que si vous vous donnez un objectif et puis que vous réussissez cet objectif, bah, pour chaque objectif réussi, votre confiance en vous grandit. Et je vais vous donner un exemple. Je me suis cassé la colonne vertébrale il y a 2 ans. Et donc, bon, j'étais dans le coma. J'ai perdu 5 cm de haut. J'ai vécu quand même des trucs pas très drôles. Et ben, ça m'a donné une bien meilleure confiance en moi. Pourquoi ? Parce que je suis passé au travers de tout ça avec une idée toute simple, c'est que ce que je peux changer, je le change. Ma rééducation, me soigner, faire du travail mental, je l'ai fait. Et puis ce que je peux pas changer, bah, je l'accepte. Parce que, bon, on a un accident, on va pas déprimer pour ça. Donc je n'ai à aucun moment déprimé, ça m'a pas empêché de travailler. Et je crois que je suis sorti de cette épreuve grandi. Bon, d'abord, j'ai pris conscience du fait que nous sommes vraiment tous mortels. Et puis, ensuite, peut-être que chaque jour qui passe a une saveur un peu différente parce que je suis passé au travers de cette expérience. Eh bien, ça m'a donné confiance en moi, un peu plus. J'aimerais vous parler de la loi Pareto. Oui. Quelquefois, je discute avec mes collègues, je remarque qu'on ne connaît pas toujours qu'est-ce que c'est la loi Pareto et dans quelle situation elle s'applique. Est-ce que vous pourrez nous expliquer? On pourrait dire que la loi de Pareto s'applique quasiment à tout. Mais je dirais que le plus important, c'est de penser que 20% de ce que l'on fait procure 80% de notre revenu. Ça veut donc dire que 80% de ce qu'on fait ne procure que 20% de notre revenu. Et ça veut donc dire que en analysant notre activité, on peut considérablement développer son revenu. Ça, c'est dans le domaine financier. Mais c'est vrai pour la plupart des choses. Si vous vous amusez à analyser vos journées, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'activités qu'on pourrait déléguer, ou plein d'activités qui ne sont pas nécessaires, ou plein d'activités qui sont moins nécessaires, et on peut réorganiser tout ça. Prenons un exemple. Est-ce que vous avez déjà réalisé combien de temps mort il y a dans une journée? C'est dingue. On attend quelqu'un. Moi, c'est avec ma femme quand elle fait des courses. Bon, il y a des tas de moments où on perd son temps, littéralement. Eh bien, si on en a conscience, on peut changer ça. Moi, j'ai toujours dans ma poche un iPhone ou un iTouch, et dès que j'ai un peu de temps, je m'assois et soit je lis quelque chose, soit je mets des idées sur, j'allais dire sur le papier, hein, sur l'écran. Je ne perds pas mon temps. Oui, on peut avoir un petit carnet, un crayon, tout voilà, simplement. C'est ça, tout à fait. Donc, pour en revenir à Pareto, c'est une loi de distribution des statistiques qui montre que presque dans tous les domaines, on retrouve cette loi de 80-20. Par exemple, vous avez 20% de la population qui détient 80% des richesses nationales dans presque tous les pays. C'est incroyable. Et bien, on retrouve ça presque partout. Et quand on en a conscience, eh bien, au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de perdre, on va dire 80% de son temps et de son énergie et de sa créativité, etc., eh bien, on essaye de réorienter pour qu'au lieu d'avoir dans sa vie personnelle un 80-20, on ait un 30-70, puis un 40-60, peut-être un 50-50, et qu'on gagne comme ça du terrain peu à peu. Il faudrait peut-être essayer de se placer parmi le pourcentage de la population qui essaye de réussir en tout cas, parce que dans ce cas-là, elle s'applique aussi à toute la population. 80% ne réussit pas et 20% oui. Exact. Il faut prendre conscience d'essayer de se placer dans cette catégorie-là.
Alors, vous voyez, dans la phrase que vous venez de prononcer, elle était très belle, elle était presque parfaite, mais il y avait un mot qu'il faut bannir totalement. Essayez. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Non, vous D'accord, n'allez pas j'ai vous compris. excuser. Euh, Quand vous savez, il y a une image que j'aime bien, c'est on est enceinte ou on ne l'est pas. Mais Et, pas à moitié. et on ne peut pas être à moitié enceinte. Eh bien, quand on s'engage, c'est vraiment ça. Si on veut faire quelque chose, on ne se dit pas je vais essayer de faire ça, on se dit je vais faire ça. Alors, ça peut mener à l'échec. Et l'échec peut être un apprentissage, c'est une étape vers autre chose. Mais on s'engage, on se dit je vais y arriver, je peux le faire, je vais le faire. Si on se dit bon, je vais essayer, ça veut dire dès le départ, on se prépare à une porte de sortie. Et un essai, c'est pas du tout la même chose qu'un engagement. Je crois qu'une des caractéristiques des gens qui réussissent, c'est qu'ils s'engagent. Ils ne se disent pas je vais essayer de faire ou telle chose, ils se disent je vais faire telle chose. D'accord, c'est l'idée du blog voir-grand.com. Et maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment arriver à avoir le déclic Oui. de vouloir réussir, tout simplement, de vouloir se placer dans cette catégorie, de faire partie de cette catégorie de 20%. Parce que avant de rêver, on peut rester rêver toute la vie comme ça, on peut rester des rêveurs stériles, mais il faut à un moment donné prendre la décision d'arriver à passer à l'attaque. Oui, mais alors, là peut-être que la difficulté, c'est de se donner des objectifs trop importants. Il faut bien vous dire, les Chinois disent que tout trajet commence par un premier pas. Et c'est bien vrai. Par exemple, j'ai parlé un jour avec un philosophe et quelqu'un qui maniait des idées et qui m'expliquait que son objectif dans la vie, c'était de changer la société. J'ai dit, mais changer la société française, c'est quasiment impossible. Il me dit, ben non, c'est pas impossible. J'ai déjà réussi, il m'a donné des exemples, j'ai déjà réussi à changer la société sur plusieurs points. Mais je fais ça, je planifie ça sur 30 ans. Donc, est-ce que vous imaginez, je sais pas, prenons un exemple. Moi, je pourrais dire que dans ce domaine, j'ai un projet aussi qui est sur 30 ans, c'est que la société française considère mieux l'idée de la pensée positive. Bon, depuis que j'ai commencé à promouvoir cette idée de pensée positive, j'ai vu, je ne sais pas moi, Carrefour utiliser le slogan « Je positive ». J'ai vu des tas de blogs et des tas de bouquins sortir. J'ai vu... alors, bien sûr, ça n'est pas encore gagné, mais il y a un début. Alors, sur le plan personnel, c'est pareil. Il faut se donner des objectifs très simples, très faciles. On a donné un exemple tout à l'heure, c'est de bannir si ou j'essaierai un certain nombre de choses dans ce qu'on dit. Voilà, oui mais. Vous commencez par des petits objectifs, de petites choses, et ça marche. Il faut se faire un plan progressif. En sophrologie, il y a un exercice que je trouve très intéressant. On prend des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas guérir, ou du moins qui pensent qu'ils ne peuvent pas guérir. Et on essaye de leur faire visualiser la guérison. C'est impossible. Ils sont incapables de se voir guéris parce que ils sont tellement malades que l'espoir n'existe plus en eux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On leur demande de visualiser la guérison, non pas maintenant, mais dans 10 ans ou dans 20 ans. Et là, ça devient possible. Il est acceptable pour le subconscient de se programmer une guérison à très long terme. Et on peut à ce moment-là se créer une image de soi guéri, se créer une image de soi en pleine forme. Et puis après, au fil des séances qu'on fait en sophrologie, on rapproche tout doucement l'échéance, c'est-à-dire que de 10 ans, on va passer à 5, et puis à 3, puis à 2, puis à 1. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une acceptation progressive de cette possibilité, et que il y a, au fur et à mesure qu'on rapproche l'image de la guérison de l'instant présent,
Il y a des processus de guérison qui se mettent en place à l'intérieur de notre corps. C'est la même chose pour ce dont vous me parliez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous dire, moi je vois souvent des gens qui me disent, moi je vais être millionnaire dans un an. Ouais, oui, ça sert à quoi? Ça va vous servir à essuyer un échec et à vous dire, bah non, j'ai essayé, ça marche pas. Non, il faut se dire, prendre des buts qui sont faciles à atteindre, et puis avoir des buts de plus en plus ambitieux. Je crois qu'il y a une acceptation progressive de ce que l'on peut faire. Il y a les lectures qu'on fait, il y a les gens qu'on pratique, il y a ce qui se passe dans notre tête, et ça vous permet peu à peu de progresser. C'est une question d'attitude. Alors, parce Voilà. que concernant les gens malades dont vous avez parlé, et les gens handicapés, parfois ils n'arrivent pas toujours à guérir ou à arriver à surmonter leur handicap totalement. Par contre, ils ont l'attitude de vouloir progresser et avancer. Et j'ai aussi un exemple par rapport à ce sujet. Est-ce que vous avez entendu parler de Nick Vujicic? Ah bah, bien sûr, non seulement j'ai entendu parler, mais j'ai vu toutes ces vidéos, je le connais bien, et c'est quand même fantastique de penser que le fils d'un pasteur qui est né sans bras ni jambes quasiment, puisse se donner un objectif incroyablement ambitieux, c'est de devenir un orateur d'inspiration personnelle, et un des orateurs d'inspiration personnelle les plus connus du monde. Ce gars est parvenu, ce gars est capable de nager, je ne sais pas si vous l'avez vu nager, c'est dingue. Oui, mais son objectif, c'est aussi de vivre indépendant. Oui, mais ça, il l'a réalisé depuis longtemps. Hein. Oui, mais comment? Sans bras et ni jambes, je veux dire. Oui, ben, bon, il ne s'est pas dit, je ne peux pas le faire. Il s'est Voilà, dit, comment il a fait? C'est ça. Quelqu'un comme lui, comment il a réussi à être... Il m'a l'air heureux dans les vidéos. bah, voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'accident que j'ai eu. Je pense que il faut changer ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Dans sa situation, il y a des choses qu'il ne peut pas changer. Il nous explique, par exemple, que il ne pourra jamais, il pourra peut-être avoir des enfants, mais il ne pourra jamais toucher ou caresser sa femme. Bon, c'est un fait, il a simplement à l'accepter. S'il ne l'accepte pas, il va être malheureux toute sa vie. Et puis il y a tellement d'autres choses qu'il peut faire. On fait tout le temps des choix, et simplement bien faire la séparation entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer, c'est la base. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, bon, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas changer, je les accepte. Et le simple fait de les accepter, eh bien, en les acceptant, il s'est déchargé du fardeau, de la douleur, du regret, de la pensée négative. Et il a réussi. Il a réussi, oui, il a réussi. Il a, je ne sais plus devant combien de millions de personnes il a parlé, mais ça doit être 3 ou 4 millions déjà de personnes qui ont écouté cet homme. C'est ahurissant. Quelle est la différence, Christian, entre réussir et ne pas réussir dans la vie? Je crois que la réussite, c'est quoi? C'est avoir un objectif et atteindre cet objectif. Votre objectif peut être d'avoir un très beau jardin et de cultiver ce jardin et de vous nourrir de ce qu'il y a dans votre jardin. Votre objectif peut être d'être heureux, de vous retirer dans la montagne, de méditer et de parvenir à l'illumination. Si vous parvenez à votre objectif, c'est une réussite. La réussite n'a rien à voir, je pense, avec l'argent. L'argent, c'est un moyen. Dans notre société, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'il est plus facile de réaliser des choses avec de l'argent que sans argent, mais la réussite, c'est simplement atteindre ses buts. Mais ça sous-entend bien sûr qu'on se fixe des buts. Vous connaissez sans doute l'image du navire. Si vous vous mettez sur un bateau à voile et que vous n'avez pas d'objectif, si vous ne tenez pas le gouvernail, vous arriverez n'importe où. Ou peut-être que vous arriverez sur un récif et que le bateau va couler. Alors que si vous avez un objectif précis, vous savez que vous voulez aller à tel endroit, vous vous repérez avec les étoiles, vous vous repérez avec un GPS, vous tenez votre gouvernail, vous orientez vos voiles et vous parvenez à votre objectif. Encore faut-il avoir un objectif. Et tout à l'heure, vous demandiez pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas, pourquoi les 80% des gens ne réussissent pas, c'est tout simplement parce que
Ils n'ont pas d'objectif, pas du tout. Et la vie est faite, en fait, la réussite dans la vie, elle est faite de plusieurs objectifs à atteindre. Voilà, et dites-vous bien que si vous ne vous fixez pas un objectif, notre cerveau fonctionne d'une façon telle que il aura besoin d'un objectif, et ce sont donc les autres qui vont vous imposer leurs objectifs. Comme disait dans une de ses audios Patrick Leroux, Oui. la plupart des gens, ils planifient leurs vacances, mais ils ne planifient pas leur vie. Voilà. Voilà. Pour une personne qui commence à ouvrir les yeux, qui commence à voir grand, Ouais. mais qui n'a pas d'idée, il se rend compte qu'il a besoin de changer sa vie et qu'il peut plus. Mais il n'a pas d'idée au départ, il n'a pas d'argent, il ne sait pas quoi faire. La question, par où il devrait commencer? Je crois que une des choses les plus importantes pour moi, je crois que je l'ai déjà exprimé dans cette interview, c'est quels sont les gens qu'on pratique. Je crois que ce par quoi il devrait commencer, c'est de lire des ouvrages de gens qui ont réussi dans tous les domaines, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine des affaires, que ce soit le domaine sentimental, et de s'imprégner de ces expériences. Puis, dans son entourage, ou quand il entend parler de quelqu'un, de se rapprocher de gens qui ont réussi pour comprendre quel a été le déclic, pour comprendre comment ça s'est passé. Et cette imprégnation mentale, automatiquement, sans qu'on fasse le moindre effort, vous amènera vers la réussite. Être attiré par ce genre d'attitude, on peut dire que ça a un lien avec, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la force, la magie de voir grand. Complètement, complètement. Il y a un effet tout à fait magique. C'est vrai que quand on prend quelqu'un pour modèle, notre cerveau est tellement puissant qu'il va nous orienter vers ce modèle d'une manière tellement extraordinaire que ça va nous sembler magique. Il va y avoir des coïncidences, vous allez rencontrer des gens par hasard, les gens dont vous avez besoin, vous allez avoir des occasions qui vont se présenter. Avant, vous aviez peut-être eu les mêmes occasions, mais vous ne les aviez pas vues. Il y a une magie effectivement dans le fait de changer sa façon de voir le monde et de voir les autres. À un moment donné, donc, on n'a pas vu grand. Voilà, et quand on ne voit pas grand, il y a des choses qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit même pas. Et vous, à quel moment dans votre vie vous vous êtes rendu compte que vous pouvez voir grand? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, moi j'ai eu une chance importante, je crois, c'est que je me suis fait virer du lycée dans lequel j'étais à Paris et mes parents ont dû me mettre dans une école privée. Et là, dans cette école privée, je me suis rendu compte, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, c'est le monde des riches et des puissants. C'est-à-dire que mes parents avaient une fortune plutôt modeste et je me suis retrouvé avec des gens qui vivaient sur un autre pied. Je n'imaginais pas que ça existait, vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il y a deux attitudes possibles aujourd'hui, par exemple. On se rend compte que les gens sont très critiques vis-à-vis des grands capitaines d'industrie qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Moi, je suis très surpris parce que un seul individu peut mener une entreprise à la faillite ou peut la faire progresser. Cet individu, il va agir sur le destin de milliers et de milliers de personnes, simplement parce qu'il est à la tête d'une grande entreprise qui a des milliers et des milliers d'employés, de fournisseurs, de sous-traitants. Donc ce sont peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui dépendent de cette entreprise. Il me semble normal et naturel que cette personne, si elle est capable de sauver l'entreprise ou de mener l'entreprise vers le succès, qu'il y ait une rémunération qui soit justifiée. Alors, si vous vous dites, vous personnellement, que tous ces gens-là sont des profiteurs et qu'ils ne méritent pas cet argent, expliquez-moi comment vous, un jour, vous parviendrez à avoir un revenu plus élevé. Ça n'est pas possible, puisque vous considérez que l'argent c'est mauvais, que toucher beaucoup d'argent ça n'est pas juste, et vous oubliez que ceux qui font le plus de bien dans le monde
ce sont ceux qui sont les plus riches. Regardez ce que fait Bill Gates avec les centaines de millions qu'il dépense pour aider des personnes dans le domaine de la santé, du sida ou autre. S'il ne gagnait pas cet argent, il ne pourrait pas le consacrer à des œuvres. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Donc, je crois que le plus important, c'est la façon de voir la réussite des autres, et au lieu d'en être jaloux ou de la critiquer, d'en voir les côtés positifs. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de garder votre esprit critique, mais ne pas tout rejeter en bloc. La vie, c'est pas noir ou blanc, il y a aussi des tas de zones grises, et je pense qu'en appréciant et en cherchant ce qu'il y a de positif dans chaque personne, eh bien, on réussit beaucoup plus facilement. Et plus de ce qu'il y a de positif en nous, bien sûr. En parlant d'argent, parce que vous avez parlé d'argent tout à l'heure, Christian, je connais une histoire sur vous concernant un tour de illusionnisme que vous avez acheté chez un prestidigitateur pour une somme colossale. Pour moi, à l'époque. De 50 francs. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez acheté ce tour d'illusionnisme. Ces derniers temps, j'étais en train de me dire ça justement. L'autre jour, j'ai envoyé à ma liste un email sur la plus grande photo du monde. Il y a une personne sur 14 qui a été voir cette plus grande photo du monde. Je me disais, c'est quand même étonnant, parce que ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas curieux, qui n'ont pas eu la curiosité de voir cette photo qui est c'est quelque chose de vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et le manque de curiosité, je crois, est à l'origine de peut-être beaucoup d'échecs, ou en tout cas d'une étroitesse d'esprit, vous voyez. Alors, moi, ce qui m'a poussé à dépenser ces 50 francs, qui étaient à l'époque une fortune pour moi, c'était la curiosité. Le gars m'a fait un tour, j'avais tout sous les yeux, j'avais tous les éléments pour comprendre, parce que le tour était fait avec 2 pièces de monnaie et une pièce de latex. J'avais eu en main tous les éléments, je ne trouvais pas la solution et je m'en voulais de ne pas trouver la solution, alors que je l'avais sous les yeux. J'avais théoriquement tous les moyens de comprendre. Et mon raisonnement ne m'a pas permis de comprendre ce tour. Je me suis dit, bon, c'est insupportable de ne pas comprendre comment ça fonctionne. J'ai acheté ce tour. Inutile de vous dire que, comme j'avais dépensé mes 50 francs, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment récupérer mes 50 francs. Alors je vais tout vous dire. J'ai acheté du latex liquide que je coulais sur le marbre d'une commode de ma mère. Je faisais comme ça des pièces de latex qui séchaient, je les talquais, et je faisais le fameux tour à mes copains, et je leur vendais pour, je ne sais pas, 5 francs ou quelque chose comme ça, le matériel et le tour, et j'en ai vendu pour beaucoup plus que 50 francs. Donc vous avez remarqué que vous pouviez faire plus que récupérer votre argent. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'était finalement un investissement. J'aurais pu rester là, mais comme effectivement c'était toutes mes économies, je me suis dit non, je vais quand même essayer de récupérer mes économies. Non seulement j'ai récupéré, mais j'ai gagné plus. Mais au départ, c'était par curiosité, c'était pas pour faire de l'argent. Non, pas du tout. C'était juste uniquement la curiosité. Et je crois que la curiosité est un bon moteur. La curiosité, c'est quelque chose de très utile. Et aujourd'hui, si on est curieux et qu'on a à sa disposition Internet, on a un outil fabuleux. Il faut bien sûr avoir un objectif précis, sinon on se dit, on part dans tous les sens. C'est fabuleux. On a le plus incroyable outil pour satisfaire notre curiosité qui ait jamais existé au monde. Donc vous avez eu, Christian, beaucoup d'objectifs dans votre vie, apparemment, parce que vous l'avez réussi, votre vie, n'est-ce pas? Je crois qu'un des critères, c'est de se dire, voyons, si demain je meurs, est-ce que je meurs satisfait ou frustré? Ça fait déjà quelques années que je me dis que même s'il m'arrivait un accident ou quoi que ce soit, je ne terminerai pas ma vie frustrée, en tout cas. D'accord. Alors je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous poser des questions sur vos échecs, mais plutôt sur vos objectifs atteints, sur vos réussites. Quels sont les grands rêves que vous avez accomplis dans votre vie? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Bon, alors le premier grand rêve, c'était d'être indépendant, puisque j'étais salarié très longtemps, et
être indépendant, c'était très important pour moi parce que j'ai eu tendance au début de ma vie à confondre l'indépendance avec la liberté. J'adore la liberté et je n'avais pas compris que être libre, c'est être interdépendant et non pas être indépendant. Avoir ma propre entreprise, décider de mon propre destin, ça a été mon premier rêve et j'ai atteint ce rêve. Ensuite, ça a été de vivre une vie plus libre parce que j'avais mon entreprise, j'avais 45 salariés, j'avais tous les ennuis d'un entrepreneur, j'avais les peurs qu'on peut avoir quand tous les mois on doit payer des salaires colossaux et que on est à la merci d'une grève des postes ou des choses de genre. Et donc ça me déplaisait. J'ai changé ça, c'est-à-dire que je me suis mis dans une situation où je devenais le fournisseur d'entreprise avec un revenu supérieur à celui que j'avais en ayant ma propre entreprise et où je ne dépendais plus de mes entreprises. J'ai eu comme objectif, par exemple, de devenir un des meilleurs copywriters du monde. J'ai atteint cet objectif, c'était un rêve. J'ai eu la grande chance, mais est-ce une chance, de travailler avec Gene Schwartz, de rencontrer Gary Bencivenga, de devenir un ami de Raymond Janssens. Mais c'est pas une chance. J'ai fait ma chance. J'ai contacté ces gens, j'ai parlé avec eux, je suis devenu leur ami et ils m'ont transmis leur savoir. Vous avez agi. Voilà, c'est ça. Et puis un jour, j'ai vendu mon entreprise, j'ai investi dans Internet en tant qu'investisseur. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai presque tout perdu. Et je me suis dit, mais c'est vraiment stupide. Internet, c'est l'avenir. Bon, bah, s'ils ne sont pas capables de réussir, moi, je vais le faire. J'ai donc créé un site Internet que je considère comme une réussite. Et aujourd'hui, vous avez réussi à vivre tous vos rêves? Ah, mais non, mais vous savez, tant qu'on est vivant, on a des rêves nouveaux, on a des projets nouveaux, on a des idées nouvelles. Moi, tous les matins, je me lève avec une nouvelle idée ou un nouveau projet. Donc, des rêves, j'en aurai toujours. C'est le propre de l'être humain. Je pense que un de mes rêves, c'était, parce que beaucoup de gens croient ça, c'était d'être de vivre de mes rentes, de ne plus avoir besoin de travailler pour vivre. Et puis, ben oui, j'ai vendu mon entreprise, j'ai beaucoup d'argent et j'ai pu prendre ma retraite à 45 ans. Eh bien, c'est vraiment une des pires époques de ma vie, parce que j'adore faire ce que je fais. Et en fait, j'ai absolument pas envie de m'arrêter. L'autre jour, on m'a posé la question, on m'a dit, mais quand est-ce que vous prendrez votre retraite? Eh bien, écoutez bien la réponse, je ne prendrai jamais ma retraite. Bien sûr que si j'ai 90 ans, je ne vais pas travailler 20 heures par jour. Mais j'aurai toujours une activité professionnelle, ou en tout cas une activité, et je n'ai jamais l'intention de m'arrêter parce que j'aime ça. Je trouve que ça fait partie de la vie et que apporter des choses aux autres, c'est très important. Concernant vos idées, parce que vous parlez des idées, vous en avez beaucoup. Oui. Quelle est votre méthode? Vous vous connectez à une source? Comment vous faites pour avoir autant d'idées et dire que même vous ne prenez pas la retraite? Bon, alors, je crois que la clé pour avoir des idées, c'est de savoir poser des questions. Parce que notre cerveau a une capacité illimitée de nous fournir des idées et de nous fournir des solutions. Encore faut-il poser la question. Et je vous donnerai comme exemple un des principes que j'avais dans mon entreprise, ou que j'ai encore aujourd'hui, c'est que les problèmes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. À partir du moment où vous dites ça à vos employés, eh bien ça change complètement l'entreprise. Moi j'ai eu une époque où tous les gens venaient me voir, dire ah il y en a tel problème, et c'était à moi de résoudre tous les problèmes. Puis un jour je me suis dit mais dans le fond, ce qu'il faudrait que je leur demande c'est qui m'apporte des solutions et qui me demande quelle est la meilleure solution ou qu'on choisisse ensemble la meilleure solution. À partir du moment où j'ai inversé le processus, c'est-à-dire où j'ai demandé à chaque personne qui découvrait un problème de chercher des solutions, eh bien, je me suis rendu compte que tout un chacun peut trouver des solutions et que la plupart des gens sont même beaucoup plus doués que moi. Vous pensez que peut-être que je suis très créatif? Je pense que je suis tout à fait dans la moyenne. Simplement, je sais avec certitude qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. J'aime bien trouver des problèmes et chercher des solutions. Et c'est ça, avoir des idées. C'est
prendre conscience d'un problème et se dire, bon, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Et chercher des idées. Et beaucoup de ces solutions, vous essayez, non, vous essayez pas parce que ce mot-là, il est interdit. Mais, mais vous les mettez, vous les proposez grâce à votre club-positif.com. Tout à fait, ça ou autre chose. Ce matin, j'avais un problème avec ma piscine, j'avais quelque chose qui s'était abîmé, qu'il fallait que je remplace, j'ai trouvé une solution à ce problème. Bon, ça reste dans le domaine du bricolage. J'adore trouver des solutions dans le domaine du bricolage. Ma femme est antiquaire, quand elle a un objet qui est à réparer, ben, j'aime beaucoup trouver une solution pour réparer cet objet. Je crois que on a chacun des positions qu'on aime dans la vie. Par exemple, j'ai des amis qui adorent être victimes. Et ils en tirent des tas de bénéfices. En étant victimes, on les plaint, en étant victimes, on les écoute, ils peuvent parler de leurs problèmes pendant des heures. Moi, ma position préférée, c'est sauveur. C'est-à-dire que j'aime bien réparer des objets, aider les gens à trouver des solutions, trouver moi-même des solutions. C'est un rôle que j'aime bien. Vous avez des gens qui adorent le troisième rôle, qui est celui de persécuteur. Ils aiment bien persécuter les autres. Bon, on a chacun un mélange de ces trois fonctions, victime, sauveur, persécuteur. Quelle est la position dominante? Pour moi, c'est sauveur. Et j'aime ça. Je crois que j'aimerais ça toute ma vie. D'accord. Concernant votre club-positif.com, vous avez fêté son anniversaire, son 10e anniversaire en 2011. Exact. Est-ce que pour vous, le club positif peut aider les gens à voir grand? Le club positif peut aider avec une certitude absolue à voir les choses de manière positive. Et si on voit les choses de manière positive, c'est la première étape avant de voir grand. Vous avez à votre disposition plein d'outils et ces outils aident à voir grand et à voir plus grand. Ça ne suffit pas. Heureusement, il y a votre blog. Mais vous voyez, c'est l'ensemble de tous ces outils qui nous aident. Parce que, quelquefois, on a la solution en soi. On a lu un livre, on a déjà l'idée. Mais on l'oublie. On se laisse, en quelque sorte, gagner par la routine, par les idées, par ce que nous disent les médias. Et on a besoin d'avoir des sources, comme votre blog, comme mon site, qui nous rappellent sans arrêt que la vie n'est pas ce que la plupart des gens pensent, qu'on peut attendre plus de la vie, qu'on peut faire de sa vie quelque chose de formidable et d'exaltant, et que ça ne dépend que de nous. Ça dépend de notre agissement. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont réussi grâce à votre club positif? Ah oui, bah, écoutez, je ne sais pas si c'est toujours dans le club, mais il y a un endroit où on peut mettre des témoignages, et à ma connaissance, il y a là des dizaines de milliers de témoignages et de gens qui racontent ce qui leur est arrivé. Je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé. J'ai écrit, alors c'était pas le club positif, mais c'est la même démarche. J'ai écrit un petit livre qui s'appelait Comment avoir une petite affaire indépendante et lucrative à domicile. Et il y a un ouvrier, un Polonais, qui parlait français, qui a acheté ce petit livre depuis sa Pologne. Il était ouvrier dans un grand groupe. Et ce petit livre lui a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux sur les possibilités. Ça lui a permis de voir grand, si vous voulez. Et 10 ans plus tard, il m'a écrit, il m'a envoyé une très belle lettre, où il m'a dit, vous savez, le jour où j'ai lu ce livre, ça a changé ma façon de voir les choses, et aujourd'hui, je suis le directeur de l'entreprise dans laquelle j'étais un ouvrier. D'accord. C'est ce genre de courrier qui vous donne envie de continuer à faire ce que vous faites, et qui vous démontre que, quelquefois, il suffit d'une toute petite chose pour que quelqu'un dont le chemin de vie était, on va dire, médiocre ou moyen, brusquement, clac, il se passe quelque chose en lui et son parcours de vie change complètement. Beaucoup de vos produits aident les gens à avoir la possibilité de voir grand. Parmi ces produits, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui se approchent le plus de cette qualité de donner la possibilité aux gens de voir grand? Voilà une question vraiment intéressante. Je pense que le meilleur produit que j'ai n'est pas encore sorti.
Il s'appelle Destination Succès. C'est un produit que j'avais déjà sorti quand je faisais de la vente par correspondance. Et il est dans mes tiroirs. Un jour, il sera de nouveau sur Internet. Mais pour l'instant, il est encore dans mes tiroirs. Donc voilà, c'est ça le meilleur produit, je crois, dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas d'autres qui sont formidables, mais... alors, dans ceux qui existent aujourd'hui, il me semble que les secrets de l'attraction, c'est ce qui se rapproche le plus de ça. Et le séminaire de dynamique mentale? Le séminaire de dynamique mentale, c'est un outil. C'est un outil pratique. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'inspirant. Vous voyez, si vous voulez couper du papier, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, vous avez besoin d'un outil. Donc pour moi, le séminaire de dynamique mentale, c'est plutôt un outil mis à votre disposition, alors que, par exemple, les secrets de l'attraction, c'est à la fois un outil et c'est à la fois quelque chose de très inspirant. D'accord. Si nos auditeurs et nos lecteurs, Christian, devraient retenir une seule idée de cette interview, quelle serait cette idée? Je crois que l'idée serait que il est possible de faire de sa vie quelque chose de grand, de vivre ses rêves. Il est possible de ne pas laisser les autres enterrer nos rêves et que c'est le devoir de tout être humain que de devenir ce qu'il peut être. Merci Christian. D'accord, il existe un livre en anglais, La magie de voir grand, qui s'est vendu à peu près à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde à ce jour. Ce titre, La magie de voir grand, qu'est-ce qui signifie pour vous? Pourquoi l'auteur a utilisé le mot magie? Vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, mais j'aimerais qu'à la fin les gens retiennent cet aspect de ce mot. Comment vous l'interprétez? La magie, c'est quand des choses qui semblent insurmontables et très difficiles se réalisent de façon facile et presque immédiate. Faire rentrer la magie dans sa vie, c'est possible si on croit que c'est possible. Et si on croit que c'est impossible, eh bien c'est impossible. La magie de voir grand, c'est le simple fait qu'avoir une représentation mentale grande, ambitieuse, peut changer complètement notre vie et que c'est possible, on peut le faire et c'est souhaitable. Vous avez fait la chronique de ce livre dont le titre en anglais c'est The Magic of Thinking Big, oui. Livre qui a été écrit par David Schwartz. Oui, c'est exact. Dans un site qui s'appelle www.livre au pluriel outil au pluriel d'un seul mot.com, j'ai effectivement une vidéo, je pense, de 20 minutes ou d'une demi-heure sur le sujet. C'est certainement un outil pour vous aider à voir grand. On s'approche de la fin de cette interview. Avant de finir, je tiens à souhaiter à tous nos lecteurs et à nos auditeurs de voir très grand. Et à vous, Christian, je vous souhaite de vivre tous les autres rêves que vous avez sur votre liste à accomplir. Merci. Je vous dis merci beaucoup pour cette interview. À bientôt sur voir-grand.com, sur le club-positif.com. Merci pour tout ce que vous avez réalisé. En tout cas, si aujourd'hui cette interview a eu lieu, c'est parce que votre club positif existe. Bien, merci Sorine, moi ça me fait très plaisir. Je sais que ce que vous le faites avec un grand cœur, que vous aidez de très nombreuses personnes. Bravo pour votre démarche et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. À très bientôt. Au revoir. Merci Christian, longue vie à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci.